Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des audacieuses inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Stéphanie qui est venue nous partager qu'est-ce qui fait d'elle une femme et une entrepreneure audacieuse et inspirante. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Bonjour Christa, merci de me recevoir, ça fait plaisir. Bah, je me réjouis de découvrir tes pépites parce que comme je dis toujours aux interviews, je me laisse la surprise des pépites des personnes que j'invite. Et c'est vraiment des beaux moments d'échange. Avant qu'on partage tes pépites, moi j'aime aller un peu présenter la personne que j'ai invitée, comment aussi je la connais, je l'ai rencontrée. Et toi, Stéphanie, bah, je t'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Je t'ai rencontrée dans le bundle de Virginie Chastel qu'on a fait ensemble, dans lequel on a participé. Et c'était là en avril dernier, il y a quelques mois. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir vraiment à connecter avec toi. Et ce qui me plaît beaucoup chez toi, c'est ce côté drôle, pétillant et qu'on retrouve vraiment aussi dans ton univers à toi. Et la semaine passée, on a enregistré ensemble aussi un épisode de podcast. On a bien rigolé. C'était vraiment un très, très beau moment. Et c'est vraiment avec plaisir que je t'accueille ce matin pour te présenter ici aux personnes qui vont te rencontrer et pour découvrir ton cheminement. Puisque toi, Virginie, tu es vraiment une passionnée de chiffres, vraiment, mais également d'aller amener dans cette partie des chiffres tout ce côté légèreté, ce côté jeu, comme tu le dis très justement, pour toi, le business, l'entreprise, c'est un jeu. Et c'est vraiment cet aspect que je trouve très, très intéressant parce que c'est vrai que quand on pense chiffres, compta, gestion d'entreprise, tout de suite, ça vient presque l'angoisse, le stress qui monte. Et vraiment de pouvoir aller voir ça sous cette dimension, cette troisième dimension, comme tu l'appelles, je trouve ça tellement intéressant. Et ton entreprise, justement, s'appelle la troisième dimension. Tu le dis, la première dimension, c'est moi j'appelle ça notre zone de génie, nos zones de génie, mais c'est vraiment tout ce côté créativité, passion, ce qui nous anime en tant qu'entrepreneur. La deuxième dimension, c'est le côté vendeur. C'est qu'une fois qu'on a créé notre offre, qu'on est passionné, eh bien, il faut la vendre, autrement, on ne peut pas vivre de son activité. Et la troisième dimension, la tienne, c'est cette gestion. Cette gestion de tout cela pour faire perdurer une entreprise, pour vraiment avancer dans son entreprise, mais d'amener ça avec cette légèreté, ce côté justement un peu de plaisir par rapport à cette gestion qui peut tout de suite amener un certain stress, dépend de quel milieu on vient ou où on en est avec les chiffres. Merci pour cette présentation. En effet, c'est exactement ça. Euh, oui, pour moi, c'est super important d'emmener de la légèreté là-dedans. Parce que s'il n'y a pas de légèreté, en fait, les gens vont pas le faire, tout simplement. Je suis une ancienne expert comptable, commissaire aux comptes, et j'ai trop souvent vu la compta de mes clients comme, comment dire, une pile de papier non traité. Donc, cette expérience que je sais qu'il faut vraiment emmener de la légèreté pour que bah, les gens puissent prendre ça avec le sourire et puis ne serrent pas les dents, ne crispent pas les épaules et y aillent tranquillement parce que gérer votre entreprise, c'est pour moi la base pour pouvoir gagner derrière de l'argent. C'est quand même un peu pour ça qu'on fait ce qu'on fait, hein, qu'on est entrepreneur, même si on aime beaucoup ce qu'on fait et que c'est notre zone de génie, comme tu l'appelles, c'est quand même, au final, pour gagner de l'argent. Sinon, peut-être que on serait en train de faire des randonnées avec nos enfants ou à boire des mojitos entre copines, j'en sais rien, ça c'est selon vos préférences, mais bah, peut-être qu'on serait pas tout à fait là quand même. Donc, bah, comment on gagne de l'argent? En regardant les chiffres, en analysant tout ça. Et ça, bah, l'idée, c'est vraiment d'amener de la légèreté, de l'humour, de la bienveillance et puis bah, de la compréhension sur tout cet aspect. Et moi, je vois ça d'un œil très... Parce que, vous l'avez compris, c'est mon métier, mais c'est mon métier, c'est plus que mon métier en fait, hein. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans les chiffres, puisque j'ai fait un bac ES, donc économique et social. Après, j'ai fait toute ma scolarité, toute la fac dans tout ce qui était comptable, technique financière, etc., etc. Enfin bref, tous mes diplômes sont axés là-dessus. Et puis, ben, après, j'ai continué dans cette voie-là, cette carrière-là.
Et à un moment, bah voilà, ça devient un peu de la matière qu'on finit par tellement appréhender et tellement pas appréhender dans le sens peur et dans le sens, mais dans le sens, ben, on se connaît super bien, quoi, hein. Je veux dire qu'au final, moi, les chiffres, ils me racontent quelque part une histoire. Quand je vois le bilan d'une société, j'ai toute l'histoire de cette société qui me vient. Alors peut-être pas tout, il y a peut-être des petits détails qui me manquent, mais globalement, ce qui s'est passé, ça se voit. Ça se voit dans le compte de résultat, ça se voit dans le bilan, ça se voit dans l'annexe, ça se voit dans les chiffres, ça se voit dans tout ça. Et ben moi, quelque part, je vous apprends à comprendre cette histoire-là. C'est pas que des chiffres. Et mon objectif, c'est il y a 500 ans, quand on disait aux gens, lisez ce texte, ça les crispait. Parce que l'alphabet, la lecture, c'était absolument pas un truc commun, quoi. C'était les nobles, c'était les prêtres, c'était, voilà. Mais aujourd'hui, la lecture, ben, globalement, allez, il y a 90% de la population qui sait lire. Alors, malheureusement, pas 100%. Il y a encore pas mal d'associations pour la lecture, etc., etc. Et comme j'ai été commissaire aux comptes, j'ai connu ces associations. Mais n'empêche que la grande majorité des gens savent lire. Et moi, mon but, c'est que, alors, dans 500 ans, je ne serai plus là, mais quand même, si dans 500 ans, tout le monde pouvait avoir cette culture économique, ça serait magique, en fait. Et comment toi, c'est vraiment intéressant ce que tu partageais, comment toi, tu es arrivé à aimer comme ça les chiffres? Qu'est-ce qui a fait que sur ton chemin, à un moment, justement, tu t'es dirigé vers ces chiffres, vers ces études-là? Qu'est-ce qui t'a passionné ou qui te passionne avec les chiffres? Ça a été un apprentissage parce que clairement, j'y suis pas allée par passion. Hmm. J'y suis allée par obligation familiale, on va dire. Derrière moi, il y a un jeu qui s'appelle MAD. Mon papa est le plus grand gagnant de ce jeu puisqu'il a perdu à l'époque, c'était des francs, euh, il a perdu 200 000 francs en 6 mois en lançant sa boîte. Je devais avoir 8 10 ans à l'époque, je n'ai pas de souvenir exact de l'âge que j'avais, je sais juste que j'étais en primaire. Et en fait, ça a marqué ma vie puisqu'il y a eu un avant et un après. Avant, eh ben, mon papa avait beaucoup d'humour. Il l'a toujours, hein, mais c'est différent. Ça rigolait tout le temps, c'était joyeux, c'était vraiment. Et puis après, bah, c'était plutôt stressé, c'était plutôt tendu, crispé. Bref, cette, euh, cette faillite a fait que quelque part, moi, j'ai perdu mon papa d'origine. Mon papa est toujours là, il est toujours. Mais c'était plus pareil du tout. Et donc, ça a marqué littéralement ma vie. Et à partir de ce moment, inconsciemment, hein, parce que ça, je l'ai travaillé après, je m'en suis rendu compte plus tard. Mais vraiment, quand je vous dis plus tard, je m'en suis rendu compte il y a 5 ans, j'en ai 44, hein, donc juste avant mes 40 ans. J'ai fait toute une carrière basée sur un inconscient. Super. Et donc, ben voilà, il y a eu un avant, un après. Et moi, ce que je voulais, c'était justement pouvoir faire qu'il n'y ait pas d'autres familles qui aient cet avant et cet après. Parce que des faillites peuvent littéralement briser des familles. Nous, la famille s'est pas brisée, il n'y a pas eu de divorce, il n'y a pas eu de perte de maison, il n'y a pas eu tout ça, parce que bah, on était en location et ma maman a eu comment dire, la patience, la gentillesse et la bienveillance de comprendre ce par quoi mon père passait. Mais résultat, ça a quand même changé complètement la donne familiale. Et ben moi, inconsciemment, hein, mon objectif, c'était justement de pouvoir éviter ça à d'autres personnes. Donc, j'ai fait toutes ces études-là, mais ce qu'il faut quand même savoir, petit détail qui a son importance, c'est qu'en fait, je suis dyscalculite. Donc, donc ce fut un apprentissage légèrement laborieux, légèrement. Et donc, j'ai mis en place des contournements, j'ai mis en place des trucs et astuces qui me convenaient pour comprendre les chiffres différemment, pour comprendre la comptabilité différemment, pour comprendre toutes ces notions qui étaient vraiment pas pour moi à la base. Sauf qu'en fait, le pas pour moi à la base, ça n'existe pas. Dès l'instant où on est entrepreneur, ça fait partie du job, les chiffres. Et moi, j'ai mis en place
plein de stratagèmes pour pouvoir comprendre, pour pouvoir lire, pour pouvoir entendre tous ces chiffres, tous ces mathématiques qui, à la base, pour moi, n'étaient pas vraiment de mon domaine. Et c'est devenu mon domaine parce que justement, avec ces astuces, ben, je me suis mise à comprendre les choses et comme je vous disais, à en tirer des histoires. Parce que Mm. moi, je suis plutôt littéraire, j'adore les livres, j'adore les histoires, j'adore tout ça. Et j'ai rattaché mon monde de création, d'histoire, de littérature, d'imaginaire aux chiffres, qui Ouais. étaient hyper tangibles, hyper ancrés dans le réel. Ça doit te parler, ça, ancré dans le réel. Et en fait, bah, c'est ça que je transmets, en fait, cette vision-là qui est complètement différente des autres approches. Parce que ben, à chaque fois qu'on m'enseignait quelque chose en mathématiques, en comptabilité, en finance, j'avais tout un moment, toute une étape de retransfert et de recompréhension dans ma manière d'appréhender les choses à moi. Et donc, ça a été vraiment quelque chose qui m'a porté. C'est vraiment ce moyen ouais, de comprendre les choses autrement, de, de les transférer et les transformer en autre chose que juste des chiffres et juste des maths. Ouais. Ouais, c'est génial. C'est vraiment chouette, inspirant. Et est-ce que tu partages là justement déjà cette première prise de conscience que tu partages de comme on peut inconsciemment, hein, comme tu l'as très justement dit, faire tout un parcours professionnel ou d'études en suivant une voie de notre éducation, nos parents, ou justement d'un vécu qui fait qu'il n'y a jamais de hasard de vers quoi on se dirige, même si on n'en a pas conscience au moment où on va le faire. Et puis ensuite de pouvoir l'appréhender avec sa façon de faire, sa façon d'être, c'est fameuse zone de génie aussi, parce que là tu le dis très clairement. Toi, parmi ce qui te passionne, c'est vraiment ce côté littéraire, imaginaire, et d'avoir utilisé ces compétences-là que tu avais pour pouvoir avancer vraiment dans des hautes études au niveau des chiffres, alors que tu avais cette dyscalculie là qui aurait vraiment été, si on prend d'un côté très concret, de dire bah, non, je vais pas aller dans les chiffres, c'est pas du tout mon truc. Finalement, de me dire bah, comment je peux aller dans cette voie-là en utilisant bah, des stratégies, des trucs et astuces, comme tu l'as très justement dit, pour pouvoir le faire. Et c'est ce que tu as fait. Tu as vraiment été durant, bah, encore aujourd'hui, mais durant des années dans les chiffres et vraiment dans des grandes hautes études par rapport à toute cette comptabilité, ces chiffres. Et ça, c'est très inspirant. Et moi, ma question, là, que tu as déjà finalement un peu esquissée dans ce petit morceau, c'est qu'est-ce que tu avais envie de partager aux femmes qui vont regarder cette vidéo, qui font de toi aujourd'hui une femme et une entrepreneure audacieuse et inspirante? Qu'est-ce que tu avais envie de leur dire à ces femmes pour qu'elles disent, mais moi aussi, comme Stéphanie, bah, je peux y aller, je peux faire de grandes choses, j'y vais, je vais y arriver. Ça serait, ben, donc, je vous l'ai dit, j'ai été expert comptable et je parle au passé, j'ai été expert comptable. J'ai demandé ma radiation de l'ordre, de la compagnie, parce que j'étais commissaire aux comptes aussi. Et en fait, ça serait ça qui pour moi serait inspirant dans mon parcours, parce que se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas, on est plein à le faire. En soi, c'est presque pas inspirant, parce que moi, ça m'a mené au burn-out et je le souhaite à personne. Donc vraiment, voilà, c'est pas ça qui pour moi est inspirant. Ce qui est inspirant, c'est justement à un moment de dire stop, ça me convient pas, je veux faire autre chose. Et j'étais dans une carrière, j'avais une assise sociale, financière. J'avais un titre, être expert comptable, être inscrit à l'ordre, c'est quand même un titre. J'avais la fierté de mes parents pour le coup, j'avais tout ça. Et à un moment donné, j'ai dit stop. J'ai dit stop à ça alors que ça me mettait quelque part en danger. Sauf que Sauf qu'en fait, c'était pas un danger. Le danger, c'était d'y rester. Parce que justement, les efforts mis en face pour,
pour être la personne qu'on attendait de moi, Ouais. ils étaient trop hauts. Alors, c'était pas une question de dyscalculie, de chiffres, tout ça, parce que ça, je les ai vraiment fait miens. Et d'ailleurs, si je suis restée là-dedans, c'est parce que vraiment, ça me plaît, j'adore ça. Et aujourd'hui, entre 2016 et 2017, on a fait un voyage autour du monde avec mes enfants et mon mari. Et je me vois encore en Nouvelle-Calédonie, on était dans une auberge de jeunesse et on discutait avec des gens qui étaient présents. Et il y avait des restaurateurs, il y avait des infirmières, il y avait des digital nomades. Et au lieu d'aller parler des fonds marins de la Calédonie qui sont juste fantastiques, moi je leur ai parlé de gestion, de chiffres et d'entrepreneuriat. Donc vraiment, je sais que ça fait partie maintenant de mon ADN quelque part. Et ça, j'arrêterai pas parce que vraiment, j'adore ça. J'ai appris à aimer ça et j'ai appris à le transformer pour en faire, comme tu dis, une zone de génie. Pas une zone d'expertise, une zone de génie, vraiment. Et par contre, le fait de dire stop à un statut, le fait de dire stop à des revenus qui étaient très confortables, de dire stop à à des confrères, parce que c'est hyper soutenant d'être à l'ordre ou à la compagnie, peu importe, hein. Et donc d'avoir des confrères qu'on peut appeler quand ça va pas, parce qu'il y a un client qui réagit pas comme on aurait voulu, ou enfin, peu importe. C'est dire au revoir à tout ça. C'est comme sauter en parachute, c'est comme se lancer en entrepreneuriat. Ça m'a fait la même chose que la première fois que je me suis lancée en entrepreneuriat, en fait. De me dire, voilà, j'arrête tout et je recommence un nouveau truc. Oh, ça fait peur. Ça fait peur, mais en même temps, c'était magique. C'était magique parce que justement, il y a toute cette effervescence, tous ces petits papillons des nouvelles expériences. Quand on a une nouvelle relation amoureuse, c'est pareil, ça papillonne de partout. Eh ben, alors moi, j'ai pas de nouvelle relation amoureuse parce que ça fait plus de 20 ans que je suis mariée avec Cyril. Mais du coup, ces papillons, moi, je les retrouve dans l'entrepreneuriat. Mm. Et c'est très rigolo parce que bah, je vais faire une référence au podcast qu'on a fait ensemble, que vous retrouverez dans la gestion dans son plus simple appareil. Euh, c'est en fait, toi, tu disais que ça, c'était quelque chose qui te plaisait pas trop, justement, le changement perpétuel de l'entrepreneuriat. Et moi, de mon côté, bah, ma vie familiale est hyper posée, hyper, pas calme, parce que bah, c'est une vie familiale, hein, donc, mais il n'y a pas justement cette nouveauté, et l'entrepreneuriat m'amène ça. Mm. J'adore ça parce que justement c'est nouveau et que ça fait pétiller, ça fait papillonner et ça réveille en fait. Ça évite de s'endormir dans un train-train quotidien. Et ça, je trouve ça plutôt inspirant en fait. Avoir le courage, appelons un chat, donc le courage de Mm. dire stop à une situation qui était facile, Ouais, ouais. hyper facile et hyper confortable, mais qui ne me convenait plus du tout, pour me relancer dans quelque chose qui vraiment, hein, là, les zones de confort, elles sont dépassées et elles sont repoussées régulièrement. J'ai dû apprendre à communiquer parce que bah, si vous avez un expert comptable, vous savez que la communication, c'est pas forcément un truc super dans lequel on excelle, on va dire. Donc j'ai dû apprendre à communiquer, j'ai dû apprendre à m'exposer, j'ai dû apprendre à montrer ma bouille sur les réseaux. Et d'ailleurs, je suis là. Toutes ces choses-là qui, quand on est expert comptable, il n'y a pas besoin, quoi, hein. On reste un peu dans sa petite grotte, les clients tombent tout seuls, il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin. Et en fait, ça vient combler plein de choses chez moi. La soif d'apprentissage, bah, pour le coup, elle est rassasiée, mais de partout, en fait, de partout, de partout. La soif de nouveauté et de mouvement, c'est pareil. Je suis rassasiée. Enfin, ça va dans tous les sens, en fait, et ça vient combler des besoins qui n'étaient plus satisfaits depuis un certain temps. Ouais, ouais. Et ça, c'est chouette. Ouais, ça, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu partages et j'ai envie de te poser cette question de ce point de départ, justement de ce moment de courage, comme tu as dit. Alors, tu l'as dit, il y a eu bah, une lassitude, il y a eu le burn-out qui vient quand même bien réveiller et puis qui est secoué et qui dit, bon, bah, maintenant, Stéphanie,
Est-ce que tu veux vraiment continuer comme ça? Ok, tu as un super salaire, de belles conditions, une belle renommée, mais est-ce que c'est ça que tu veux pour toi? Et comment tu as fait, quel a été ton premier pas, j'ai envie de te demander, de cette transition, de ce premier pas qui t'a amené vers cette nouvelle vie dont tu parles maintenant, où tu te sens pleinement épanoui, où il y a tous ces changements, ces renouveaux, ce plaisir. Quel a été ce premier pas où tu as dit, ben maintenant, j'y vais, comme tu as dit, je sors de ma zone de confort, je saute en parachute, hein, et on y va. On arrête de se freiner et de chercher des excuses. Ça a été un premier pas complètement fou dans une direction tout à fait opposée. Et d'ailleurs, je suis revenue sur le chemin parce que c'était pas le bon chemin pour moi. J'ai fait une année à l'école d'herboristerie européenne. Voilà, je me suis inscrite à l'école, j'ai fait une année complète alors qu'à côté, bah, j'étais toujours commissaire aux comptes, expert comptable. Je donnais des cours à la fac, donc à l'université de Besançon, des cours de consolidation, de fiscalité internationale, enfin bref, des trucs rien à voir avec les plantes. Et en fait, les lois ont beaucoup évolué, beaucoup changé ces dernières années et je me retrouvais pas dans ces lois-là. Les valeurs qu'elle prônait étaient aux antipodes de mes valeurs à moi. Ouais, Et j'ai une amie qui dit on ne transige pas avec les valeurs, mais c'est ça en fait. ouais. Donc, je me suis dit, bah, il faut que je change, il faut que j'arrête. Et donc, je me suis inscrite à l'école d'herboristerie. J'ai fait ma première année. Et puis, bah, à côté, je me suis formée à la permaculture et au design de permaculture, parce que ben, nous, on est à la campagne, on a du terrain. Donc, j'étais partie pour faire une micro-ferme avec des plantes et herbes médicinales. Et puis, ben, derrière, après, à voir ce qui allait en découler. Mais j'étais partie là-dessus. Et puis, si on devait nous mettre dans des cases, chose que je ne suis pas très fan, mais moi, je suis plutôt du genre intellectuel contre versus manuel, on va dire. Donc, mettre les mains dans la terre et faire des trucs, en fait, comment dire? C'est un peu compliqué pour moi, en fait. Je mets la main dans la terre si j'ai des gants, et puis je mets trois plombes pour planter le moindre truc. Enfin bref, c'était pas gagné d'avance, mais vraiment pas gagné d'avance. Et puis, la formation en permaculture que j'ai faite, c'était avec Benjamin Proustet qui a à côté une formation qui s'appelle les écopreneurs. Et dans ses newsletters, à un moment, il dit, bah voilà, je fais une masterclass, venez assister à la masterclass. Et donc, il explique ce que c'est qu'une entreprise pour lui, écopreneur, etc., etc. Enfin bref, il déroule son truc. Et en fait, dans ma tête, ça a fait, mais c'est ça que je veux faire. Alors, pas écopreneur, pas, mais comment dire, transmettre et vulgariser ce que je voulais, mais par Internet et enfin, que ce soit diffusé au plus grand nombre. Parce que moi, dans ma campagne, si je devais diffuser ça en local, je pourrais peut-être toucher 50 entrepreneurs, ça pourrait, et je serais un petit peu au taquet, parce que vraiment, je suis en Haute-Saône et c'est bien paumé. Mais du coup, il y a vraiment eu un espèce de «Ah, mais c'est ça que je veux faire, quoi!» Et du coup, bah, j'ai pris contact avec, j'ai travaillé avec lui d'ailleurs, puisque j'ai été coach gestion dans son programme pendant un peu moins d'une année. Alors après, on a arrêté pour différentes raisons, parce que moi, je voulais me concentrer sur la troisième dimension. Et puis lui, bah, ça lui convenait pas dans le sens où il n'y avait pas assez de monde inscrit au coaching de gestion. Enfin bref, pour différentes raisons. On s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait arrêter et on a eu cette intelligence-là d'arrêter avant, ce qui fait qu'on a toujours de très très bonnes relations. Et, et du coup, bah, depuis, moi, je me concentre vraiment vraiment sur la troisième dimension et sur le fait de transmettre la gestion d'entreprise aux entrepreneurs. Et la gestion d'entreprise, ça passe certes par la compta, mais pas que du tout. Que ce soit la trésorerie, que ce soit prendre soin de l'humain, parce que justement, en fait, ça a pris beaucoup de temps. C'était un pas, mais un pas de géant dans le sens où, oui, j'ai fait l'école d'herboristerie une année. Et après, enfin, le burn-out, il est arrivé à ce moment-là.
En même temps, j'avais mes cours à la fac, mon cabinet d'expertise comptable, mes clients en audit, de la sous-traitance pour des confrères en audit, ma formation à côté avec Écopreneur. Enfin bref, j'avais vraiment beaucoup trop de choses. Et du coup, enfin, les gens me disaient, mais oui, mais c'est logique que tu sois en burn-out. Non. Parce que le temps, en termes de planning, ça passe. C'est vraiment une question d'alignement et de dispersion par rapport à des valeurs qui font grand écart, qui Ouais. font que ça va pas. Et donc, le 1er décembre 2020, j'ai été officiellement arrêtée pour burn-out. Ça a duré très longtemps. Ça a duré vraiment très longtemps, jusqu'au 30 juin 2022. Très, très longtemps. Il m'a fallu ça, entre guillemets, pour arrêter mon cerveau, comprendre les choses. Et enfin voilà, parce que quand ça fait des années et des années qu'on est en pilote automatique, Ouais. euh, arrêter le pilote automatique, ça prend pas 2 minutes en fait, hein, ça prend vraiment du temps. Et, et du coup, pour remettre les choses dans le bon sens, bah voilà, ça m'a pris un peu de temps. Donc c'était un pas, mais un immense pas dans le temps. Et donc, la troisième dimension, je l'avais déjà créée avant, hein. Ah oui, en plus de tout ce que j'ai énuméré, il y avait la troisième dimension, parce que je l'ai créée en août 2020. Donc, ça va bientôt faire 4 ans. Tout a été mis en pause pendant plus de 18 mois. Et en 2022, bah, du coup, j'avais tout arrêté. J'avais donné ma démission de mes mandats de commissariat au compte. J'avais demandé ma radiation à la compagnie, à l'ordre, à tout. Et du coup, bah, j'étais vraiment... c'était parti, hein. C'est, en fait, si on reprend l'allégorie du parachute, ça m'a pris un petit peu de temps pour plier mon parachute, le mettre dans mon petit sac à dos. Je savais pas trop comment ça se pliait au début. Et puis bah, en 2022, je me suis vraiment voilà, lancée. Donc j'ai commencé par faire une conférence sur la scène du séminaire pour écopreneurs. Et puis après, les choses se sont enchaînées. Et depuis, bah, on est en 2024. J'ai toujours l'impression d'être en 2022 tellement le temps est passé à une vitesse folle. Ouais, ça c'est bon signe, effectivement. Je trouve que ce que tu partages ici, c'est tellement essentiel. Vraiment, le côté de se dire, maintenant, je prends une décision, j'y vais. Euh, Comme tu l'as dit, c'était pas forcément la bonne, entre guillemets, décision, la bonne voie, mais ce chemin-là, il t'a permis de rencontrer telle personne, qui t'a ouvert telle opportunité, qui t'a permis de faire bah, après telle et telle conférence ou d'avoir telle et telle clé. Et c'est vraiment ça aussi ce côté de sortir de sa zone de confort, puis de ce côté d'oser. Parce que c'est vrai qu'en étant humain, on a envie de tout comprendre, de se dire, ah, mais quand je vais quitter mon emploi de salarié, j'aurai déjà créé mon entreprise, puis j'aurai déjà des clients, et puis voilà, on s'imagine déjà tout le film, alors que la réalité, elle n'est pas tout à fait comme ça. Et effectivement, elle se passe plutôt comme tu viens de le dire, qu'à un moment, on se dit, ben, maintenant, j'y vais. Souvent, ça vient d'un trop-plein, d'un burn-out, d'une maladie, d'un choc, d'un décès, d'un changement qui font, OK, je crois que le message, il est clair, maintenant, on va y aller. Et puis, effectivement, eh bien, on essaye quelque chose qui nous ouvre une porte auquel on n'avait même pas pensé à ce moment-là. Et puis, qui nous ouvre une deuxième, une troisième. Et c'est vraiment ça, ces opportunités, c'est vraiment ça, d'oser ses premiers pas et de se dire, mais je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas qui je vais rencontrer, mais je sais que c'est ça que je dois faire et que il va avoir quelque chose qui va se mettre en place pour moi. Et c'est tellement ça, justement, le côté entrepreneur, le côté aussi audacieux, se dire, mais maintenant, j'y vais. Je prends une décision, je ne connais pas la réponse de cette décision, mais cette décision, elle va me permettre, et j'ai cette confiance, j'y crois, d'avancer dans mes projets. Et c'est exactement ce que tu racontes, toi, dans ton cheminement. Petit à petit, il y a eu cet alignement qui s'est fait. Il y a eu, c'est un peu, moi je vois un peu ça comme un puzzle, mais c'est parti du puzzle, tout à coup, qui allait ensemble. Ah ouais, la gestion, les chiffres, la troisième dimension, hop, je mets tout ça ensemble, je crée mon entreprise. J'aime le côté, comme tu l'exprimais très bien, qui bouge, qui change. Bah voilà, je deviens entrepreneur, j'ouvre mon entreprise. Mais vraiment là, tout est mis en place, mais ça s'est pas mis comme ça. Voilà, je quitte la compta, je démissionne et tout se met en place. Mais vraiment, ça s'est fait petit moment par petit moment, prise de conscience par prise de conscience, ajustement par ajustement, déception aussi des fois de se dire, mince, j'étais sûre que c'était ça que je devais faire.
l'herboristerie, mais non, finalement, c'est pas tout à fait ça. Et on s'est dit, ah ben finalement, les chiffres, c'est peut-être quand même pour moi, je vais y retourner un petit peu. Et c'est ces expériences qui font qu'on peut créer notre projet, notre entreprise et avancer. J'étais déjà entrepreneuse puisque j'étais expert comptable à mon compte et commissaire au compte à mon compte. Redondant, mais donc ça fait 12 ans que je suis entrepreneuse et il y a quand même une différence quand on est en profession libérale réglementée, c'est que ce cadre, je ne vais pas dire qu'il l'empêche d'entreprendre réellement, mais c'est un peu comme des parents qui nous couvrent et qui font qu'on est en sécurité, entre guillemets. Ouais. Ouais, c'est très particulier comme expérience par rapport à l'entrepreneuriat libre. Ouais, les mots que j'emploie sont très révélateurs de la manière dont je vis les choses. C'est un cadre et, et en fait, ouais, le fait de sortir de ce cadre, ça a été vraiment pour moi, alors pour tous les gens qui étaient autour de moi, ça a vraiment eu exactement la même réaction que quand je me suis lancée à mon compte il y a 12 ans. Parce qu'il y a 12 ans, j'étais directrice administrative et financière d'un groupe européen. Donc, je gagnais aussi très, très bien ma vie. Et tous les gens me disent, mais tu as un CDI, tu quittes un CDI où tu es dans un groupe et où tu es tout en haut enfin tout en haut dans les premières cases de la hiérarchie pour un truc où t'as pas de certitude. Et Mhm. moi, des certitudes, j'en avais parce que je connais pas d'experts comptables qui ont fait faillite en vrai. Donc, après, dès qu'ils arrêtent, comme j'ai pu arrêter parce que ça leur convient pas, parce que le métier est quand même pas évident et exercer seul, c'est vraiment pas facile, les lois changent beaucoup. Même si on n'est jamais seul, au final, il y a les confrères, il y a tout ça. Enfin, c'est vraiment. Mais voilà, quand j'ai dit, bah, ouais, je quitte l'ordre, je quitte la compagnie, donc c'est l'ordre des experts comptables et la compagnie des commissaires aux comptes, les gens ont réagi de la même manière. Mais tu es en sécurité, oui, 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 mais non, c'est ça. Et ça, c'est hyper intéressant ce que tu partages là, justement, de ce moment où on prend une décision, où effectivement, comme tu dis, il y avait cette sécurité, il y avait ce statut, il y avait tout, et puis vraiment, autour de soi, cette incompréhension, de se dire, mais moi, j'ai envie de dire, mais t'as pété un plomb, tu fais ta petite C'est ça, crise c'est de la exactement ça qu'on m'a quarantaine, dit. enfin, qu'est-ce qui t'a, ça va, enfin, moi, je me rappelle, c'est un peu ça, ah, ça va lui passer, quoi, c'est une petite crise temporaire. Et puis vraiment, d'avoir en soi cette posture et cette conscience, comme tu l'as très justement dit, de dire, mais en fait, non, c'est pas une décision que j'ai prise comme ça sur un coup de tête. C'est quelque chose auquel j'y crois et qui est sérieux. Et je trouve que ce moment, il est très, très important. Parce qu'effectivement, quand on prend cette décision, alors il y a nous, notre décision, mais après, ben, il y a tout l'extérieur. Et puis toutes ces personnes et toutes ces peurs avec ce qui va avec eux, avec leur chemin de vie, avec leurs valeurs, avec leurs croyances, qui fait que waouh, si on n'est pas bien solide sur où on va et ce qu'on veut, on peut vite être un peu pris par les peurs, par les doutes, par mais qu'est-ce que je fais? Mais peut-être que j'ai eu tort, j'aurais pas dû, c'était peut-être pas pour moi, peut-être qu'ils ont raison, je fais peut-être une petite crise, ça va passer, puis quand ça aura passé, j'aurai plus de travail, enfin, puis tout s'enclenche. Et d'arriver à revenir là, et à se dire non, c'est pas une décision que je prends au hasard, je me sens hyper sûre de moi, je sais que c'est ça que je dois faire. C'est pas un moment qui est facile. Alors, ce moment-là, en fait, moi, je l'ai vécu même plusieurs fois. Parce que en 2015, la période fiscale, donc la période fiscale, ça s'étend en gros de février à fin mai. Elle a vraiment été compliquée dans le sens où j'avais vraiment beaucoup de travail et ça a impacté mon couple. On a failli divorcer à cette période-là. Et donc, on a pris une grosse décision. Alors, la décision, elle a pris quand même. On l'a pas prise tout de suite parce qu'on n'en a pas eu conscience tout de suite. La décision, c'était de changer quelque chose, mais on ne savait pas quoi changer. Et donc, je me souviens de la date, tellement ça a été le 4 décembre 2015. On s'est dit, on écoutait de la musique assis sur le canapé avec mon mari. Et il y a une chanson d'un groupe de reggae à Oxford qui est passée. Et ça s'appelle Le Tour du Monde. Et on s'est dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse en fait. Parce que si on reste, on va continuer à se faire happer par le quotidien. Donc il faut qu'on bouge, il faut qu'on parte. Et donc on a vendu la maison.
J'ai vendu mon cabinet d'expertise comptable et j'avais gardé mon cabinet d'audit. Et on est parti en voyage. Donc, il y a déjà eu des prémices, hein, il y a déjà eu des tentatives de, de quitter le truc. Et quand on est parti, enfin, avant le départ, quand on en a parlé aux gens, donc, on a pris la décision donc, le 4 décembre et on est parti le... Cette date-là est plus dure pour moi, bizarrement. Je crois que c'était le 24 juin ou un truc comme ça. Ça doit être ça. Donc 2016, donc 6 mois plus tard, grosso modo. Et en fait, entre nos parents, entre les amis, entre qui nous disaient, mais vous êtes fous, en plus vos enfants, ils sont petits, mais comment vous allez faire? Puis l'école, et puis le travail, et puis vous avez plus de maison, vous l'avez vendue, mais comment vous allez faire? Enfin, c'était leur peur qui nous, qui nous reflétait. Ouais. Et en fait, c'est exactement ça. Si on n'était pas sûr Alors nous, on savait pourquoi on le faisait. On le faisait pour garder l'unicité de notre famille, pour garder la cohésion et pas repartir dans des schémas toxiques. Mais ça, les gens, ils ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils n'étaient pas dans nos baskets, ils n'étaient pas dans nos engueulades et ils n'étaient pas dans tout ce qui dysfonctionnait dans notre quotidien. Eux, ils avaient juste l'aspect de Waouh, la famille idéale, deux enfants, une maison, elle a un job de rêve où elle gagne bien sa vie et tout ça. Et c'est fantastique. Et non, 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 ça c'est ce qu'on projette. À l'intérieur, c'est différent. Et nous, on veut garder, on veut conserver, on veut sauver, entre guillemets, notre amour, on veut préserver ça, on veut préserver nos enfants, donc ben, on fait les choses pour ça. Et parce que c'était un moteur ultra fort, ben, à aucun moment on s'est dit, c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse, et les peurs des gens, elles sont réelles. Parce Ouais. que nous, la peur qu'on avait derrière, c'était de divorcer, et c'était tellement fort que... ben, qu'en fait qu'on parle pas anglais, parce qu'on parle anglais comme des chèvres espagnols, et ça, qu'est-ce qu'on a pu entendre? Oh, mais vous n'êtes pas bilingue, mais vous vous rendez compte, ça va être une catastrophe, comment vous allez faire? Et les premiers pays qu'on a fait, c'était des pays d'Amérique du Sud, donc le Pérou, la Bolivie, le Chili, et ils ne parlent pas anglais du tout non plus. Donc en fait, on était morts de rire en pensant à tous ces gens qui nous ont dit, mais vous ne parlez pas anglais? Oui, mais eux non plus en fait. Ils parlent espagnol. Alors on ne parle pas plus espagnol, puisque moi j'ai fait allemand en première langue, mais n'empêche que on est parti avec des petits bouquins. Je l'ai encore là dans mon bureau, le petit bouquin. Alors, j'ai pas l'espagnol parce qu'il s'est perdu dans des colis, mais on est parti avec des petits bouquins grands comme ça, tu vois. C'est Pour vraiment tout voyager. petit. Ouais. Mais ça nous a suffi. Un en espagnol, un en anglais. On a fait le tour du monde avec ça et on a kiffé. Et nos enfants sont éclatés. Enfin bref, c'était vraiment... Donc il y a déjà eu cette première tentative. Et quand on est rentré, bah, je suis repartie en cabinet. Donc j'avais toujours mon cabinet d'audit. Et puis j'avais des appels de mes clients qui me disaient, oui, mais Steph, tu nous manques, c'est pas pareil, l'expertise avec toi, nanana. Donc je disais non, je disais non, je disais non. Puis il y a des gens à qui, oui, mais toi, tu pourrais faire cette mission-là que les autres refusent, etc., etc. J'ai commencé à dire oui, puis là, le doigt, il est reparti dans l'engrenage et le bras et le corps et tout ce qui est suivi. Et c'est pour ça qu'après, au dernier burn-out, et il n'y en aura pas d'autres parce que vraiment, euh, j'ai demandé ma radiation. C'est pour être sûre de ne jamais y retourner, en fait. C'est une sécurité pour moi. C'est vrai que c'est fou comme on est fait, hein, comme tu dis. Pourtant, on le sait on ne doit pas, mais finalement, on revient dans nos mécanismes. Et puis, t'as quoi, ah, bah, voilà, je suis revenue exactement dans la situation que je ne voulais plus. Et ça s'est fait insidieusement, hein, petit pas par petit pas, hop. La Et grenouille dans son eau chaude. ouais, c'est vraiment ça. Eh ben, merci Stéphanie pour ces partages qui sont vraiment hyper inspirants, pour ces clés que tu nous as données, ces clés d'audace, aussi cette vision que tu as toi de l'entrepreneuriat, de ce côté changeant, challengeant qui font pour toi la saveur de ce que tu fais. C'était vraiment très très intéressant. Moi, comme à chaque invité, je mettrai toutes tes coordonnées sous le podcast, sous l'interview, pardon. Et là, les gens pourront venir te suivre, justement, aller connecter à cette énergie que tu as, aller peut-être se réconcilier avec la gestion et les chiffres et pouvoir vraiment avancer dans leurs entreprises, avoir cette solidité au niveau de leur entreprise. Merci beaucoup pour ce moment.
Si je peux conclure, ne restez pas dans une situation qui vous met mal à l'aise et qui vous déplaît au plus haut point. Mm. Belle conclusion. À bientôt, Stéphanie. Merci. À bientôt!